soir portera sur comment créer et protéger sa marque à l'OAPI. Peut-être beaucoup le savent déjà, dans le domaine commercial, pour écouler ou vendre son produit, il est parfois nécessaire de le faire sous une marque. La marque peut donc être revêtie plusieurs casquettes. Je ne vais pas m'étaler davantage parce que ce seront certainement les aspects que Madame Sidonie va aborder dans sa présentation. Nous aurons en moyenne une 20 à 30 minutes de présentation, après quoi nous pourrons procéder à la phase de questions-réponses. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Madame Fouda Sidonie pour sa présentation. Merci, Monsieur Afana. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Monsieur Afana, je suis Madame Fouda Sidonie, épouse Manga. J'ai le plaisir et l'honneur cet après-midi de vous entretenir sur le thème « Comment créer et protéger sa marque à l'OAPI ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un bref rappel, on va se présenter. L'OAPI, c'est quoi? Certains le savent, d'autres pas forcément. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui a été créée le 13 septembre 1962. Son siège est à Yaoundé et elle a pour mission d'enregistrer les titres de propriété intellectuelle, entre autres les marques. Elle a également pour mission d'amener les États à se développer, d'amener les États à améliorer leur politique de développement en ce qui concerne les titres de propriété intellectuelle. Et c'est dans ce cadre-là que ce type de webinaire est organisé pour mobiliser les acteurs économiques et pour leur dire le bien fondé de la création d'une marque et de l'enregistrement d'une marque. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Enregistrer une marque à l'OAPI, c'est bien. Nous avons des procédures, vous déposez et on fait la suite. Mais le plus important, c'est comment est-ce qu'on prépare le dépôt d'une marque à l'OAPI. Et dans le cadre de notre présentation, nous allons appeler ça les préalables. Vous allez excuser les couleurs qui apparaissent différemment, c'est rien, tout est pareil. Normalement, ça devrait être en vert. Les préalables, lorsqu'on a décidé de déposer une marque ou on a un produit ou un service qu'on a commencé à commercialiser ou qu'on se propose de commercialiser, il faut lui donner une identité. Quel signe il faut choisir pour sa marque? Et pour quel type de produit on va choisir pour le dépôt de sa marque? Qui peut même déposer une marque? Est-ce que déposer une marque, c'est l'apanage des hommes seulement? Est-ce que déposer une marque, c'est l'apanage juste des personnes physiques? Est-ce qu'une entreprise peut déposer? Combien ça coûte de déposer une marque? Comment on constitue le dossier qu'on va se présenter avec à l'OAPI? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie que nous avons intitulée « Les préalables ». Ensuite, on rentrera dans la procédure du dépôt à l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on
n'est finalement venu déposer son dossier de demande d'enregistrement à l'OAPI. Nous verrons la suite. Et après, nous verrons en troisième partie les opérations postérieures. Lorsqu'on a obtenu son titre de propriété intellectuelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ce titre qu'on a? Est-ce qu'on l'a enregistré, on s'en va pour toujours, on n'a plus rien à faire à l'OAPI? Et on aura en bonus lancement d'une marque à l'international à travers l'OAPI. Si je voudrais étendre ma marque à la France, aux États-Unis ou ailleurs, comment je peux faire? Est-ce que je suis obligée d'aller en France? Est-ce que je peux le faire à partir de l'OAPI? L'OAPI vous dit aujourd'hui que si vous voulez aller ailleurs, vous pouvez toujours passer par elle et arriver à vos fins. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de quel signe choisir. On peut choisir n'importe quel signe. On a des marques verbales, on a des marques figuratives, on peut avoir des marques sonores et audiovisuelles. On n'a pas encore les marques olfactives. Ça veut dire marque verbale, ce qui s'écrit. Marque figurative, ça peut être une image, ça peut être une image et un mot ou des mots. Ça peut même être un groupe de mots dans le cadre des slogans. Dans le cadre des slogans. De prime abord, on dit un signe visible, on dit un signe sonore, un signe audiovisuel. Mais quelle est la forme que ces différents signes peuvent revêtir? On l'a dit, ça peut être un mot, ça peut être un nom, ça peut être mon nom propre. Je peux décider de désigner ma marque par mon nom. On a plein de marques qui ont des noms propres. Vous avez là un exemple, on a Panzani, bon, qui n'est pas un nom propre, mais qui est un mot. Yoplait, on a des slogans parce que vous le valez bien de L'Oréal. Ce n'est qu'un exemple, mais il y a plein de slogans. On a également des chiffres qui peuvent constituer des marques. Lorsqu'on dit 307 ou 504, chacun de nous a une image de ce que ça signifie, ce chiffre-là. Le plus important, lorsqu'on a vu tout ce qui est là, ça veut dire que tout signe, c'est-à-dire on peut choisir n'importe quel signe pour constituer une marque, mais ce qui est important, c'est de savoir quels sont les signes qui ne peuvent pas être enregistrés comme des marques, qui ne peuvent pas valablement être enregistrés comme des marques. Et l'accord de Bangui, qui est notre Bible, le texte sur lequel on se base, dit que la première condition, c'est qu'on veut avoir un signe qui est distinctif. Parce que la fonction de la marque, la première fonction de la marque, c'est la fonction d'identification. Il faut donc avoir un signe distinctif. Et parce que avoir une marque, c'est obtenir un droit privatif sur l'élément qu'on a enregistré. On ne saurait attribuer des termes qui sont du domaine public à une marque. Vous ne ferez pas, par exemple, du jus d'orange et vous l'appellerez jus d'orange comme marque. Ça veut dire qu'on devra vous donner un droit privatif sur le terme jus d'orange, alors que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir des signes qui sont vraiment distinctifs. C'est très important. Lorsque vous avez des enfants qui naissent à la maison, vous ne les appelez pas enfants, femmes, garçons. Vous leur donnez des noms qui permettent de les distinguer, même s'ils sont des homonymes. Vous cherchez toujours à les distinguer. Vous mettez votre nom et puis vous mettez quelque chose qui permet de les différencier. Donc, lorsque vous attribuez un nom à votre produit, une identité à votre produit, donnez vraiment quelque chose qui permet de les identifier parmi tant d'autres. On parlera des signes descriptifs.
C'est vrai que distinctif et descriptif, c'est un peu différent, mais ça renvoie à la même réalité. On ne veut pas de signes descriptifs. Genre, je ne sais pas, yaourt, tu écris tout simplement yaourt dessus. On ne veut pas. Ou alors, yaourt à l'ananas. Ça, c'est la marque. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que, parce que la marque, il y a du yaourt et il y a un yaourt qui est fait à l'ananas, vous choisissez de dire yaourt à l'ananas. Ça ne peut pas constituer une marque. Il faut vraiment choisir un élément, que ce soit un mot ou une image, qui permet de vous différencier de tous ceux qui font dans la même activité que vous. Pareillement, on ne veut pas de marque trompeuse. L'exemple est là, Geneva pour des montres fabriquées en France ou au Cameroun. C'est comme, je ne sais pas trop, il y a beaucoup de producteurs de poivre qui choisiraient, par exemple, d'écrire tout simplement poivre de Penja. Ça ne peut pas constituer une marque parce que parfois, ce n'est même pas fait là-bas. Voilà. Thé vert de Chine, on a régulièrement ce type de désignation. Et même si on a mis un autre élément, quand on vient donner l'information sur ce qui constitue ou alors une information qui est fausse, ça dilue la valeur de la marque. On ne peut également pas enregistrer les signes ou expressions qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Exemple, mort subite pour des boissons ou pour des produits de consommation. Ce n'est pas très apprécié, c'est-à-dire ça porte une image pas commode pour un produit de consommation. Formi, par exemple, pour des vêtements enfants, c'est blessant, c'est outrageant même. Il faut choisir des mots, certes, qui peuvent être enfin, de votre choix. On ne donne pas une ligne de conduite, mais il faut éviter d'utiliser des termes qui peuvent blesser. Et même des images. Il nous est arrivé d'avoir des marques qui avaient des images avec des personnes qui avaient des armes. Vous vous doutez bien que si une telle marque arrive, nous ne pouvons pas l'enregistrer. Nous ne pouvons pas également enregistrer des signes qui imitent ou contiennent des armoiries, des drapeaux ou autres signes officiels protégés. Ça aussi, c'est régulier d'avoir des personnes qui demandent l'enregistrement d'une marque. Ils ont introduit le drapeau, parfois les drapeaux du Cameroun. En tout cas, tous les Africains aiment bien utiliser leur drapeau. Et ce n'est pas accepté. Nous ne pouvons pas passer outre cette condition parce qu'au-delà de l'accord de Bangui, c'est une disposition qui existe dans la Convention de Paris que nous sommes bien obligés de respecter. Il n'y a aucun problème peut-être à l'utiliser dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le commerce, mais lorsqu'on vient déposer sa marque à l'OAPI, nous ne pouvons pas l'enregistrer avec un drapeau. Et lorsqu'il nous arrive de rejeter une marque, c'est avec beaucoup de douleur parce qu'on sait que voilà de l'argent perdu pour le déposant. Et on ne viendra pas nous dire pendant le process qu'il faut, qu'on veut supprimer parce qu'on ne modifie pas les signes lorsqu'ils sont déjà déposés. Il s'agit également, lorsqu'on se prépare à enregistrer une marque, de déterminer les produits ou les services couverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais par exemple, je fabrique, comment je peux dire, par exemple, je cuisine et je crée ma marque juste pour ça. Mais demain, je pourrais peut-être faire le service traiteur, la décoration, je ne sais pas trop. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire dans un avenir proche et prendre le temps de choisir ses produits ou ses services et d'enregistrer sa marque en pensant à toute la stratégie autour
de l'entreprise. Parce que ce n'est pas lorsqu'on a déposé déjà parce qu'on faisait juste des jus et qu'on a vu qu'on s'est développé et qu'on peut déjà faire autre chose, on ne viendra pas nous dire, bon, comme j'avais enregistré ma marque là, je voudrais ajouter telle chose. Vous serez contraint d'effectuer un autre dépôt. Vous serez contraint de vous serez contraint d'effectuer un autre dépôt. Donc, il faut bien réfléchir, savoir dans quoi on veut faire et ensuite aller dans la classification de Nice. Elle est disponible sur le site de l'organisation. On va sur la classification. Dans la classification, on repère le produit ou le service dans lequel on travaille et on choisit cette classe-là et on indique bien, on précise son produit. Il est important de bien définir le produit parce qu'on ne veut pas des désignations vagues, c'est-à-dire des choses qui ne nous permettent pas de savoir, par exemple, je ne sais pas, on fabrique des machines à laver, on écrit simplement machine. Ou alors on fabrique, je ne sais pas, quelle autre machine, on met simplement machine. Ou alors on fait les installations de téléphone, on met seulement service d'installation. Il faut apporter des précisions. Et ces précisions-là, on peut les trouver dans la classification internationale de Nice. On parlait tout à l'heure de déposants. Qui peut déposer? On peut avoir une personne physique, on peut avoir une personne morale, on peut avoir même 2 personnes physiques, on peut avoir 2 personnes morales ou plusieurs encore. On peut avoir des couples qui le font. Il faut savoir que pour nous, si c'est monsieur tel qui a déposé, nous, on sait que c'est lui. On ne va pas imaginer que c'est monsieur tel et madame tel. Donc, si vous êtes un couple et que vous voulez le faire, vous pouvez le faire clairement en monsieur tel et madame tel. Et pour nous, ce n'est pas gênant du tout. Donc, à ce moment-là, on appelle des co-déposants. Autre élément important, avant de venir déposer sa demande à l'OAPI, il n'est pas obligatoire, mais il est très important de vérifier si le signe qu'on a choisi est toujours disponible. Parce que vous pouvez choisir un signe, vous le déposez, et lorsque vous avez déjà payé, vous découvrez que quelqu'un d'autre l'avait déjà déposé et cette personne vous attaque. Donc, il est important de vérifier la disponibilité du signe. Et cette opération chez nous se fait par ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. La recherche d'antériorité permet de vous donner l'information sur les signes qui sont proches du vôtre. Et s'il n'y a pas un signe qui est proche du vôtre, vous recevrez un rapport de recherche qui vous le dira. S'il y a des signes qui sont plus ou moins proches, vous recevrez également ce rapport et vous pourrez prendre votre décision en tout état de cause. Après ces opérations, il est important de savoir combien est-ce que l'enregistrement d'une marque à l'OAPI va me coûter. Nous avons une taxe de base de 360 000 francs pour un dépôt d'une classe. Et si on veut plusieurs, ça veut dire quoi? Si dans mon activité, je fais des vêtements, je choisis une classe. Si à côté des vêtements, je voudrais mettre des ceintures, j'ajouterai une autre classe. À ce moment-là, j'ajouterai 75 000 francs. Si je fais les vêtements et que je pense que je fais déjà des vêtements, je fais des ceintures, peut-être je devrais faire aussi des parfums parce que je veux faire dans la mode entièrement. Je peux également ajouter une classe. Mais si ce sont des produits, tous des produits, les produits d'une même classe, même si c'est 2 pages, vous payerez seulement pour une classe. Mais si vos produits ou vos services se retrouvent dans des classes différentes, après la première classe, chaque classe qui s'ajoute
vous devrez payer 75 000 francs. C'est ce qu'on appelle classe supplémentaire. Et un enregistrement vaut pour 10 ans et une protection dans 17 pays. Ça peut paraître un peu coûteux, mais si vous faites bien la division, vous verrez que par pays, par année, c'est le prix d'une bière. La constitution du dossier de demande d'enregistrement. Le formulaire de demande est disponible sur le site. Entre autres informations qui sont demandées, on vous demandera une reproduction de la marque. Vous aurez besoin d'une liste des produits, la preuve de paiement des taxes, un pouvoir de mandataire si on est passé par les services d'un mandataire. Le mandataire, c'est une sorte de procuration, enfin de bénéficiaire d'une procuration. Vous ne voulez pas le faire vous-même parce que vous n'avez peut-être pas le temps ou parce que vous ne vous y connaissez pas. Vous pouvez choisir un intermédiaire qui le fait pour vous. Et c'est cet intermédiaire-là que nous appelons mandataire. Il y a un autre élément souvent qui existe, la priorité. Mais lorsque ça concerne, c'est un premier dépôt, on ne l'a pas déposé ailleurs parce que la priorité concerne très souvent des personnes qui ont fait un dépôt ailleurs et qui veulent se prévaloir de la date de ce dépôt-là. Pour ceux qui sont dans notre espace, rarement, ils ont besoin de... rarement, ils utilisent la priorité. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné là. On peut avoir également un document de copropriété. Dans le cas où il y a plusieurs déposants, il faut une convention qui réglemente les droits des co-déposants, des co-titulaires de la marque. Donc, en fonction de la complexité des cas, il y a des petits éléments qui sont ajoutés à cette demande. Mais de base, ces éléments qui vous sont donnés là, c'est l'essentiel. On va rentrer là dans la procédure du dépôt. La procédure de dépôt. On peut déposer de plusieurs manières. On peut déposer directement au bureau de l'OAPI, on peut envoyer par voie postale, on peut le faire par courrier express, on peut le faire via un mandataire, comme on a dit. On peut également le faire par téléversement. Bon, téléversement, c'est surtout les SNL et les mandataires qui le font. Donc, lorsque vous passez par une SNL, pour que votre dossier arrive très rapidement à l'OAPI, sachez que cela va se faire par téléversement. Après le dépôt, il y a ce qu'on appelle l'examen de recevabilité. Ce n'est pas mentionné là, bon, parce qu'à la base, lorsqu'on a fourni tous les éléments qui sont là, l'examen de recevabilité passe crème, quoi. Parce que là, on vérifie s'il y a le formulaire, on vérifie s'il y a la taxe de dépôt et on peut dire que l'examen de recevabilité s'est bien passé. Après cet examen de recevabilité, on tombe à l'examen préliminaire. L'examen préliminaire consiste à vérifier que vous avez choisi, vous avez apposé un signe qui est clair, qui est visible et qui va permettre une bonne publication. On va également vérifier que le signe que vous avez apposé n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Après quoi, nous allons rendre public, et c'est cette étape qu'on appelle la publication, nous allons rendre public votre demande afin que tous ceux qui ont des marques vérifient si vous n'avez pas violé leurs droits. C'est ce qu'on appelle la publication. Et la publication se fait dans le bulletin officiel de l'OAPI qui est en ligne, que tout le monde peut consulter. On n'a pas besoin d'un code particulier. Et cette publication dure 3 mois. Tous ceux qui estiment que leurs droits ont été levés, si on publie une marque
et que vous estimez que cette marque ressemble à ma marque, elle est identique, elle est similaire, elle est, je ne sais pas trop quoi, vous avez le droit de formuler une opposition si vous avez un droit enregistré. Si vous n'avez pas de droit enregistré, que vous avez simplement un droit d'usage sur une marque que vous utilisez encore au quartier, l'OAPI donne la possibilité d'engager une procédure en revendication de propriété. Et cette procédure-là, elle a ses conditions. Parce qu'on ne veut léser personne. Autant on pense à ceux qui ont des droits enregistrés, autant ceux qui ont commencé leur activité et qui ne sont pas encore venus protéger ont le droit quand même de défendre leur marque. Après ces 3 mois, l'OAPI effectue ce qu'on appelle l'examen de fond. L'examen de fond consiste à vérifier déjà la forme, vérifier le signe, on l'étudie plus en profondeur en relation avec les produits. Il faut vérifier si les produits ont été bien classés. Bref, il y a une vérification et on regarde le lien qui existe entre les produits ou services avec le signe. S'il n'y a pas eu d'incident, ça veut dire que si tout est OK dans le dossier, qu'on n'a pas besoin de notifier, alors la marque est enregistrée. Au cas où il y a un incident, il y a une irrégularité, le déposant est notifié de l'irrégularité et on lui dit quoi faire pour remédier à cette irrégularité. On prendra ici le cas de la marque qui est enregistrée. Parce que si on remédie à l'irrégularité, on l'enregistre après. Si il y a même une irrégularité que le déposant conteste, il a le droit d'aller à la commission pour pouvoir peut-être contester ce qui est dit, je ne sais pas trop, pour ceux qui sont procéduriers. Lorsqu'on a reçu son titre de propriété, on l'a, c'est comme un titre foncier. Maintenant, on a des activités qu'on mène avec ce titre de propriété dans le cadre de l'entreprise. Mais il faut savoir que tout contrat, tout ce qu'on fait, on change d'adresse de localisation, l'OAPI doit en être informé. Et c'est cette partie-là qu'on appelle les opérations postérieures. L'OAPI doit être informé si vous changez de lieu de résidence. En fait, l'adresse que vous avez, si vous changez, nous devons le savoir. Si vous allez conclure un contrat, nous devons le savoir parce que il est important que le contrat soit opposable au tiers. Pour que le contrat soit opposable au tiers, c'est très important. Vous pouvez conclure un contrat, vous ne venez pas. Mais en cas de difficulté, il vous sera difficile de vous défendre. Alors que lorsque vous informez à chaque fois, ça veut dire quoi? Vous faites une session partielle, vous venez nous dire, vous faites une concession de licence, vous venez et on vous donne à chaque fois un document pour cela. Parce que lorsque vous l'avez fait, si vous avez une difficulté avec votre partenaire, c'est ce qui a été dit ici, ce qui se trouve dans nos livres qui fait foi. Vous n'allez pas, je ne sais pas, faire un apport en société ou juste une session partielle et puis quelqu'un va se retourner et vous prendre tout votre droit si vous l'avez enregistré. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous courez des risques si vous avez un partenaire qui n'est pas sérieux. À côté de ça, il faut savoir que la marque est enregistrée, on peut dire éternellement, mais il faut la renouveler il faut renouveler tous les 10 ans. Ça veut dire que vous pouvez avoir une marque centenaire, l'essentiel étant que chaque après 10 ans, que vous reveniez renouveler pour dire j'ai encore des droits sur ce terme, sur cette marque complexe. Parce que vous ne pouvez pas monopoliser le marché si vous êtes parti avec une marque que vous n'exploitez même pas. Lorsque vous venez renouveler,
nous avons la certitude qu'elle vous sert toujours et vous n'avez pas un monopole, vous ne bloquez pas les autres sur le marché. C'est pour ça qu'il est important de renouveler la marque. Parce que si vous enregistrez, l'entreprise roule très bien, 10 ans passent, vous ne revenez pas. Si quelqu'un d'autre vient enregistrer après les 10 ans, il aura le droit. Et lorsque vous allez vouloir vous attaquer à ce nouveau déposant, on trouvera que vous avez perdu votre droit. On peut dire que l'enregistrement d'une marque à l'OAPI s'arrête à ce niveau-là. Mais l'OAPI, à travers son adhésion au protocole de Madrid, offre une autre opportunité. C'est l'opportunité de pouvoir enregistrer des marques dans les pays membres du protocole de Madrid sans vous déplacer et dans la langue qui vous convient. Donc, dans les langues qui sont utilisées à l'OAPI, en français ou en anglais. Même si vous voulez effectuer votre dépôt en Allemagne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour l'Allemagne. Vous n'avez pas besoin de prendre un mandataire en Allemagne. Vous utilisez simplement votre titre de propriété ici ou alors votre demande, parce que même au stade de la demande, vous avez l'opportunité de pouvoir enregistrer votre marque à l'international. Donc, l'OAPI ici pourra certifier votre demande et la transmettre au bureau international pour les pays que vous aurez désignés. En conclusion, nous vous encourageons, pour ceux qui ont des marques d'usage, à les enregistrer parce que la marque joue un rôle important, un très grand rôle pour l'entreprise. Étant donné que nous sommes dans un environnement économique dynamique et où il y a beaucoup de concurrence, il est très important que les entrepreneurs africains sachent que enregistrer une marque n'est pas un loisir, enregistrer une marque n'est pas une affaire de riches, mais que investir dans la marque, bâtir toute une stratégie autour de la marque, lorsque celle-ci devient forte, elle acquiert de la valeur et on a des marques qui sont fortes et qui ont plus de valeur que toutes les immobilisations qui sont faites autour. Très souvent, nous prenons l'exemple des marques Coca-Cola. On a aujourd'hui des marques d'eau. On a aujourd'hui la marque Mercedes. Ceux qui les ont créées sont partis, mais ceux qui sont là, leur génération, continuent de bénéficier de ces marques-là. Donc, une petite activité qui commence, à un moment donné, il faut véritablement penser à la protéger et à bâtir toute une stratégie pour qu'elle soit solide. Si vous avez des questions, vous pourrez les donner, mais pour l'instant, on a terminé la présentation et je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, merci Madame Fouda. Au thème de la présentation qui, ma foi, semble avoir été suffisamment clair, je voudrais espérer que nos différents intervenants, ou du moins ceux qui ont pris part à ce webinaire, qui sont avec nous, ont retenu certainement beaucoup de choses. Si vous avez des questions, la parole sera donnée à qui voudra bien la prendre. Nous aurons environ une vingtaine de minutes. Donc, veuillez juste lever la main et prenez la parole. Merci. Oui, allô, bonjour.
Bonjour. Oui, je suis Lawson Body Edouard du Togo. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Elle a été vraiment claire et limpide. Merci beaucoup pour cet excellent travail. Maintenant, j'aurais quelques questions à vous poser afin de mieux comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir protéger des couleurs? Est-ce que si aujourd'hui on fait des mélanges qui nous permettent de donner une nouvelle coloration qui est un peu différente de ce qui est existant, est-ce qu'on peut protéger une couleur? C'est ma première question. J'aimerais savoir ensuite quels sont les frais par rapport au renouvellement après les 10 ans, les 10 années de protection? Quels sont les frais de renouvellement? Et également, dans quel délai il faudrait le faire afin qu'il n'y ait pas une période de latence entre la fin de la durée de protection et le renouvellement de cette protection-là, afin qu'on soit protégé de manière continue. Merci beaucoup. Ce sera tout pour l'instant. Merci, monsieur. Nous allons prendre une autre Monsieur question. Lawson. Monsieur Gervais Kedi. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que on pourrait revenir peut-être sur les frais? J'ai posé ma question dans le chat. Donc, je suis du Cameroun. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les frais pour protéger une marque? Et est-ce qu'on peut protéger également un slogan? OK. Et voilà. Et j'aurais également une suggestion par rapport à l'expérience, c'est le temps. Je veux dire, le temps qui est souvent mis pour recevoir une réponse, c'est pas souvent assez clair. Il est important également de nous donner peut-être un peu le timing quand on fait une demande et le temps on va recevoir une réponse. Parce que moi, j'ai eu par exemple mes aventures, j'avais déposé la demande. Ça a pris peut-être plus d'un an, malgré le fait que je suivais. Et entre-temps, quelqu'un d'autre avait déjà déposé. Et en fin de compte, je voudrais savoir si après on peut partager la présentation aux participants. Merci. Bien, merci. Nous allons d'abord permettre à Madame Fouda de répondre aux premières questions qui ont été posées. Celle en provenance du Togo et de Monsieur Kedi. Madame Fouda. La question était de savoir si on peut protéger des couleurs. Les couleurs de base ne sont pas en tant que telles protégées, mais on peut protéger une combinaison de couleurs. Et lorsqu'on veut protéger même une couleur de base, il faudrait qu'il y ait un autre élément de distinction. Je prendrais par exemple le carré de orange. On sait que orange communication, hein, pas orange. Le carré de orange qui est simplement un carré, mais dans lequel on retrouve le terme orange. Donc, il faut un autre élément de distinction, de différenciation. Et les combinaisons plus ou moins originales, c'est vrai que le terme original ne sied pas tout à fait aux marques, mais des combinaisons assez travaillées sont également protégées. Bon, la deuxième question était quels sont les frais par rapport au renouvellement et dans quel délai? Généralement, le renouvellement se fait à la date anniversaire, mais à partir
de la dernière année, le titulaire peut introduire une demande de renouvellement. Bon, maintenant, lorsque la date butoir est passée, il a encore un délai de 6 mois pendant lequel il peut effectuer son renouvellement, mais il doit payer une taxe de retard qui s'élève à 130 000. À côté de ça, il a encore une période de 18 mois pendant laquelle il peut demander la restauration de sa marque si, bien sûr, il justifie d'une raison probante pour laquelle il n'a pas effectué son renouvellement à temps. Je ne sais pas si il est satisfait de la réponse qui est donnée. De toutes les façons, j'ai donné toutes les éventualités. Je crois que monsieur a également parlé des coûts. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les frais? Bon, c'est vrai que le règlement des taxes est en ligne. On peut voir les détails là-dessus. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Depuis janvier 2022, le dépôt qui était à 400 000 francs est revenu à 360 000 francs. Et 360 000 francs pour une classe. Et lorsque on a une classe supplémentaire, c'est-à-dire si on a 2 classes, on fera 360 000 francs plus 75 000 francs. Si on a une 3e classe, on fera 360 000 francs plus 75 000 francs plus 75 000 francs encore. Donc, à chaque classe supplémentaire, il faudra ajouter une classe. Il faut retenir que la classe, elle est illimitée. Si vous avez une seule classe, même si elle prend 3 pages, on prendra le coût d'une classe. Mais si vous avez une classe qui a 2 produits ou 2 services, on prendra toujours 360 000 francs. Je ne sais pas si ça aide. Les slogans, oui, les slogans sont protégés. Mais il faudrait éviter des slogans descriptifs parce que les mêmes conditions de validité s'appliquent au slogan. Si vous venez avec un slogan « L'eau, c'est la vie » ou de l'eau minérale, vous comprendrez qu'on vous dise qu'on ne peut pas l'enregistrer. Il faudrait des slogans qui ont une certaine distinctivité. Voilà. Le temps pour recevoir une réponse. Je suppose que, je sais, bon, là, je ne sais vraiment pas. Est-ce que c'est le temps pour l'enregistrement ou c'est le temps pour recevoir une réponse à une notification? Je ne sais pas trop. La règle, c'est ceci. Lorsqu'on reçoit, en fait, le principe, lorsqu'on reçoit une demande, généralement, s'il n'y a pas de problème, en 2 mois, la marque est partie du premier traitement dont est sortie de toutes les formalités de départ. L'examen de recevabilité normalement est terminé. Et lorsque la marque arrive au niveau de l'examen préliminaire, généralement, ça ne traîne pas aussi là-bas. Mais après l'examen préliminaire, il y a 3 mois blancs qui passent parce qu'on attend que la période d'opposition, donc la période pendant laquelle les tiers peuvent faire opposition à l'enregistrement de la marque, passe. Ça veut dire que même si on est examiné, on garde le dossier, on attend de savoir si jusqu'au 3e mois, il n'y aura pas une opposition ou une revendication de propriété. Passé ces 3 mois, nous reprenons le dossier et nous l'examinons maintenant au fond pour enregistrement. Ça, c'est le principe. Mais les dossiers qui craignent souvent, ce sont des dossiers qui ont des irrégularités. Ce sont les dossiers qui ont des irrégularités qui craignent. Parce que lorsqu'il y a une irrégularité, il faut attendre. Parfois, il faut consulter d'autres collègues ou la hiérarchie pour savoir si on partage le même point de vue. Après, il faut notifier. Et c'est ce qui fait souvent qu'il y ait du temps. Parfois, il y a des dossiers qui arrivent, on ne voit pas le paiement. Ça craint d'abord au niveau du guichet unique
pour un examen de recevabilité. Donc, généralement, les dossiers qui craignent beaucoup, ce sont des dossiers qui ont des problèmes. Mais ceux qui sont bien montés, je pense que maximum, y compris la période d'opposition, maximum 6 mois, le dossier peut être enregistré. On ne va pas revenir sur certaines difficultés que nous avons eues concernant, par exemple, le changement de procédure. Je ne sais pas à quelle période vous avez déposé votre dossier et il a beaucoup traîné comme ça, mais c'est surtout pour des cas, des dossiers qui ont des irrégularités. Bon, il y a quelqu'un qui voulait également savoir si on peut partager la présentation. Il n'y a pas de souci pour cela. Les organisateurs vous transmettront certainement la présentation pour ceux qui ont indiqué les mails. Bien. Avec la permission du modérateur. Oui. Juste pour terminer la question des frais. Donc, vous dites que dès qu'on a déposé, on a payé les 360 000 d'enregistrement, un peu plus les classes, tout ça là. Il n'y a pas d'autres frais supplémentaires après? Par exemple, sur l'enregistrement, il n'y a plus rien d'autre à payer, c'est ça? Non. Les frais sont des frais connus. Ça veut dire, je ne sais pas comment je peux dire, si vous avez une priorité, vous pouvez payer la taxe sur le document de priorité. Si vous avez une marque, comment je peux dire, une marque en copropriété, il y a la taxe sur le dépôt du document de copropriété. Si vous avez une marque de certification, vous avez une taxe sur le document d'usage. Mais en dehors de ce qui est connu, il n'y a pas d'autres frais, à ma connaissance. Bien, merci. Alors, peut-être un ajout à ce que disait Madame Fouda tout à l'heure. Je crois par rapport à la question du Togo, il a posé la question par rapport à la taxe de renouvellement. Il faut faire un distinguo entre la taxe de renouvellement qui est de 400 000 francs et maintenant chaque classe coûte 100 000 francs. Ça veut dire que si il y a de cela 10 ans, vous avez déposé votre marque dans une seule classe, vous allez payer pour la renouveler 500 000 francs, c'est-à-dire 400 000 francs de frais de renouvellement et 100 000 francs par classe. Donc, vous ferez 100 000 francs fois X classes en fonction du nombre de classes qui avaient été revendiquées au moment du dépôt de la marque. Oui. Parlant des frais, le monsieur qui demandait s'il n'y a pas d'autres frais en dehors de ces frais-là, peut-être qu'il voudrait parler de la taxe de correction qui peut parfois intervenir après lorsque vous avez un dossier qui a des erreurs ou des choses qu'il faut corriger. On a ce qu'on appelle la taxe de correction qui est de 40 000 francs. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il veut parler. Généralement, c'est ça qui est frais en dehors de ce qui est payé au dépôt. En fait, dans la pratique, la question que je posais simplement, c'était de savoir si j'ai mon slogan. Je dis n'importe quoi, j'ai un slogan et je dépose. C'est un seul slogan, je veux dire que c'est une courte phrase qui respecte les canons que vous avez décrits. Et je dépose les 360 000 francs. Est-ce qu'il y a autre chose que je vais payer sur la durée que vous avez indiquée? Ou c'est tout? Je veux dire, je vais être juste pratique, quoi, parce que nous, on a des appréhensions avec les personnes. Je pense que vous travaillez souvent avec des cabinets, tout ça, qui nous parlent souvent des dizaines de millions. Et c'est ça qui est aussi également une barrière. Donc, je pose une question très pratique, quoi. Bon, maintenant, en ce qui concerne les cabinets, ce que vous traitez avec le cabinet ne nous engage pas. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous prenez quelqu'un d'un cabinet, il est en droit de prendre ses honoraires. Donc, je ne sais pas combien ils prennent. Ce n'est pas mon rôle même de chercher à savoir. Nous, on vous donne les taxes qui sont réglementaires ici et vous pouvez le trouver.
Le règlement des taxes est sur le site. C'est public. Ça veut dire que vous avez l'information. Si vous-même, vous avez fait tout le travail préalable, là, vous pouvez déjà savoir exactement combien vous pouvez payer et qui va dans les caisses de l'OAPI. Maintenant, en ce qui concerne le paiement des honoraires, nous ne sommes pas concernés. Il s'agit d'une profession libérale et donc, on va dire que c'est un contrat. Il peut vous le faire gratuitement. Voilà. S'il vous taxe en millions, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Madame Fouda, je m'excuse, là, je sors d'une réunion. Je voulais juste préciser, je pense que pour les entreprises qui sont basées au Cameroun, ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour contacter l'OAPI, n'est-ce pas? Pas forcément, mais il y en a qui prennent parce qu'ils ne maîtrisent pas ou alors qui ne veulent pas se donner la peine. Mais pour tous ceux qui résident dans les États membres de l'OAPI, ils ne sont pas obligés de prendre un mandataire. Ceux qui prennent des mandataires, ils les prennent parce que, bon, ils veulent peut-être se faciliter le travail et généralement, ça facilite aussi les choses parce qu'il y a moins d'erreurs. Mais tous ceux qui se trouvent au Cameroun, au Gabon, tous les 17 pays membres de l'OAPI ne sont pas obligés de prendre les services d'un mandataire. Bien, merci. Nous allons prendre une autre série de questions. Je vois Gamaliel Féan qui a levé la main depuis un moment. Vous avez la parole. Oui, allô. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À l'équipe de l'OAPI. Alors, j'aurais deux questions. La première question vient encore un peu. Je vais savoir le mandat des partenaires avec qui vous travaillez. S'il vous plaît, on a du mal à vous suivre. Oui, allô? Vous sortez coupé. Allez-y. Oui, alors je disais, je vais revenir un peu plus pour avoir plus de précision sur le thème de mandataire. Donc, si je suis, par exemple, je prends un cas pratique, je suis le promoteur d'une entreprise, mais je n'ai pas le temps matériel, est-ce que je peux choisir comme mandataire un de mes employés pour pouvoir suivre la procédure de protection de ma marque, ou bien il faut que je passe par un des cabinets avec qui vous travaillez? La deuxième question viendra pour tout à l'heure, la dame, Madame Fouda, a parlé de la SNL. Je veux savoir exactement ce que c'est. Merci bien. Donc, Monsieur Gamaliel voudrait savoir, en tant que promoteur économique, s'il n'a pas le temps matériel pour venir effectuer le dépôt à l'OAPI et il ne souhaite pas passer par un mandataire agréé, est-ce qu'il peut constituer un de ses collaborateurs pour effectuer les diligences du dépôt de sa marque auprès de l'OAPI? C'est bien cela la première question. Monsieur Gamaliel, il nous écoute. Bien. Nous allons accorder le temps à Madame Pamela Njale. Pamela? Maman, il n'y a pas de retour. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, merci pour la parole donnée. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, merci pour cette présentation. Je suis Pamela Tchale du Cameroun. Ma question concerne, s'il vous plaît, les opérations postérieures. J'aimerais en savoir plus. Le coût, d'abord, première question, et ensuite, vous avez parlé des conventions. Est-ce que ces conventions-là, ces contrats, il y a une forme particulière? Je me dis, est-ce que ça doit être une convention notariée ou bien une homologation devant le tribunal? Est-ce qu'il y a une forme particulière? Parce qu'il faudrait quand même s'assurer que c'est une convention légale. Voilà, ce sont mes questions. Merci. À la première question, le monsieur voulait savoir s'il peut désigner son employé comme mandataire ou s'il peut tout simplement déléguer son employé. L'employé de l'entreprise n'est pas considéré comme un mandataire.
Si il aimerait savoir si un employé de l'entreprise peut effectuer le dépôt pour le compte de l'entreprise. Effectivement, un employé de l'entreprise peut effectuer le dépôt de la marque ou le suivi même de son dossier pour le compte de l'entreprise. Mais il n'est pas considéré comme un mandataire. Ça veut dire que si vous commissionnez votre employé, il monte le dossier et il signe tout simplement avec sa fonction. Ça ne veut aucunement dire que la marque lui appartient, l'entreprise ou alors vous-même, vous serez le titulaire, mais il signera quand même le dossier avec sa qualité. Si c'est un responsable commercial, si c'est un DAF, il signera en qualité de DAF, mais il n'y a aucune, on ne se pose aucune question sur la titularité du droit. Les SNL sont ce que nous appelons dans notre jargon les structures nationales de liaison. Ce sont des structures publiques dans les différents États membres de l'OAPI qui sont la courroie avec l'OAPI, la courroie entre, comment je peux dire, les populations et les administrations et l'OAPI. Ces structures sont un peu comme les représentants de l'OAPI dans les différents États. La personne qui a posé la question, je ne sais pas si elle est du Cameroun. Pour le Cameroun, c'est une direction du ministère du Mines et du Développement technologique, je pense bien, qui s'en occupe. J'ai un peu oublié la désignation exacte de cette direction. Pour d'autres pays, ce sont des structures autonomes ou alors des directions générales. Mais grosso modo, ce qu'on appelle structure nationale de liaison, ce sont des structures de l'État dans les différents pays qui sont en contact avec l'OAPI, qui représentent l'OAPI. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur le coût des inscriptions, des opérations postérieures. On a là les inscriptions au registre spécial des marques. C'est ça l'abréviation IRSM dont on parlait tout à l'heure là. Elles sont à 265 000. On enregistre et vous recevez le document. Bon, il y a, je ne sais pas si c'était la même personne, quelqu'un d'autre qui a posé la question de savoir si les différents documents qui sont exploités ou pour lesquels on fait des inscriptions sont des documents notariés ou alors des documents sous seing. Si ces documents doivent forcément être des documents notariés ou des documents sous seing privé. Bon, on a plusieurs types d'opérations, certains avec plus de conséquences que d'autres. Il est évident que lorsque vous voulez avoir une convention qui concerne, par exemple, une cession, il est important que ce soit notarié. Lorsque ça concerne une licence, il est important que le document soit notarié. Mais il y a des opérations qui sont, je ne sais pas quel exemple, un changement d'adresse, par exemple, on n'a pas besoin d'un document notarié. Un changement de nom, on n'a pas forcément besoin d'un document notarié. Mais il y a des opérations, généralement, on appelle ça dans le jargon du droit les actes, en fait, les actes qui font sortir le bien du patrimoine. Généralement, cela, on a besoin, excusez-moi, je suis certes juriste, mais j'ai perdu un peu les réflexes d'étudiant quand, à l'époque, je m'excusais très bien. Ces actes-là ont besoin d'un acte notarié. J'ai pris un exemple parlant des licences, parlant des cessions. C'est important qu'il y ait un document notarié. De toutes les façons, lorsque vous demandez une IRSM,
Si vous ne l'avez pas fourni en fonction du cas, nous vous le signifions. Je pense que c'est terminé. Les questions sont terminées. Bien. Nous allons continuer peut-être avec la dernière série de questions. Je vois HP qui a levé la main. Ok. Merci pour la parole donnée. Je suis El Tigri Ghislain du Burkina Faso. Et Oui. ma question porte sur la régularisation des dossiers. Et un dossier qui comporte des irrégularités, est-ce qu'il y a un délai fixe pour que le titulaire de la marque régularise ce dossier? Ce délai est-il fixe ou peut faire l'objet de prolongation lorsque ce dernier n'a pas pu respecter le délai? OK. Il y a également M. Choupeau Francis. M. Choupeau Francis, Oui, vous avez la parole. merci beaucoup pour la parole donnée. Et je vous dis bonsoir et bonsoir aux participants. C'est vrai que j'ai pris la formation en cours, donc vous allez me pardonner si la question que je vais poser l'a déjà été. Elle concerne le renouvellement. Je voudrais savoir si, s'il est possible qu'au moment de solliciter le renouvellement, que le titulaire de la marque, pour des raisons d'efficacité dans l'exploitation, puisse solliciter, je prends un exemple, c'est-à-dire à l'enregistrement, il a revendiqué 5 classes et pendant l'exploitation, il ne l'a fait que pour deux ou 3 classes. Est-ce qu'il est possible qu'au moment du renouvellement, qu'il modifie le nombre de classes en moins, c'est-à-dire qu'enregistrer 5 classes au moment du renouvellement, est-ce qu'il est possible de ne solliciter que le renouvellement pour 2, 3 classes? OK, merci, M. Choupeau Francis. Je vais laisser la parole à Mme Fouda Sidouni. Le délai de réponse aux notifications. Le délai de réponse aux notifications, selon l'accord de Bangui, est de 3 mois. Renouvelable une fois, à condition que le déposant ait demandé une rallonge. Ça, c'est l'accord de Bangui qui le dit. Mais je vais avouer que nous usons beaucoup de la tolérance administrative et nous prenons généralement des réponses même après ce délai. La preuve en est que quand bien même le dossier est à rejeter, parfois on relance. Parce que nous sommes conscients qu'il y en a qui ne suivent pas très bien leur dossier ou alors qui pensent que passé l'étape, ils sont déjà protégés. Donc, nous prenons la peine souvent de relancer. Mais il est prudent de respecter le délai parce qu'on ne sait pas, la tolérance administrative n'est jamais quelque chose d'acquis. À tout moment, on peut décider de revenir au texte et de respecter strictement les délais. Monsieur Choupeau, qui demandait, voilà. Monsieur Choupeau a posé la question qui est celle de savoir si, au moment du dépôt, il a revendiqué 5 classes et au renouvellement, il souhaite, parce qu'il n'a pas exploité sa marque dans les 5 classes, peut-être juste renouveler 2 ou 3 classes. Qu'en sera-t-il des autres classes? Oui, monsieur Choupeau, dans ce cas, il est important de faire au préalable une inscription de renonciation partielle. Parce que on ne renouvelle pas. Lorsqu'on renouvelle, s'il y a 5 classes, on renouvelle les 5 classes. Mais si on veut renouveler que 2 classes, il est important
d'introduire au préalable une inscription de renonciation qui fait qu'on élimine les classes pour lesquelles vous n'êtes plus intéressé et on enregistre pour le reste, on renouvelle pour le reste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est parti de 400 000 francs pour 3 classes à 360 000 francs pour une classe et on paye les classes supplémentaires parce que c'était un peu comme un piège. Lorsqu'on disait 400 000 francs pour 3 classes, beaucoup s'empressaient de le faire, d'enregistrer les 3 classes alors qu'ils savaient qu'ils utilisaient une seule classe et ça devenait compliqué au renouvellement. Donc, c'est comme on l'a dit, il faut effectuer au préalable, parfois même simultanément, mais vous déposez quand même une inscription de renonciation partielle. Merci. OK, merci. Je ne vois plus de main levée. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la préoccupation assez importante de monsieur qui dit tout à l'heure sur les coûts. Et je crois que Madame Fouda Sidoni a martelé là-dessus. Vous avez la possibilité, ces informations sont disponibles sur le site Internet de l'OAPI. Ne vous faites pas, je ne vais pas dire arnaquer par qui que ce soit qui vous donnera des coûts exorbitants de dépôt d'un quelconque titre de propriété industrielle à l'OAPI. Ces différents coûts sont connus et ils sont disponibles sur le site de l'OAPI. Maintenant, pour ce qui est de comment est-ce que vous traitez avec un mandataire, là, c'est autre chose. Ça, c'est un contrat entre deux entités qui forcément, comme elle a souligné tout à l'heure, ne concernera pas l'OAPI. Mais tout ce qui touche aux taxes officielles pratiquées à l'OAPI pour le dépôt et l'enregistrement des différents titres de propriété industrielle, cela est disponible sur le site Internet de l'OAPI. Je vais peut-être prendre la dernière série de questions. Je vois M. Kana Patrick qui a levé la main. Vous avez la parole, M. Kana. Bonsoir, monsieur, et merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir. OK. Lors de votre déroulé, j'ai tantôt entendu parler des États membres de l'OAPI. Est-ce que cela voudrait dire qu'une fois la marque enregistrée, nos droits sont limités juste aux États membres? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est de savoir s'il y a des États membres... Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Vous avez tantôt dit, vous parlez tantôt des États membres de l'OAPI. Est-ce que cela voudrait dire qu'une fois que la marque est enregistrée, nos droits sont juste limités à ces États membres? Première question. Et la deuxième question est de savoir si, au cas là où on a un litige avec une personne qui provient d'un État non membre de l'OAPI, comment est-ce que c'est géré? Ça, c'est mes deux questions. Oui. Merci. Merci pour la question. Effectivement, la protection couvre les 17 États membres. Si vous avez besoin d'une protection en dehors de ces 17 États membres, vous devez solliciter la protection dans ces autres États ou alors dans ces autres offices. La preuve en est que lorsqu'on a obtenu un titre de l'OAPI et qu'on désire être enregistré hors de l'OAPI, si le pays est membre du protocole de Madrid, l'OAPI vous aide à vous faire enregistrer dans ces États-là en vous simplifiant la procédure. Donc, une protection à l'OAPI, c'est bien mentionné dans le certificat d'enregistrement, on vous dit que ça couvre tant. Ça veut dire que si vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui est au Nigeria, qu'il vous copie, le Nigeria n'étant pas membre de l'OAPI, vous allez devoir vous défendre là-bas. Et si vous êtes intéressé par la protection là-bas, vous faites le nécessaire pour être protégé également dans cet état-là. Il y a M. Kana, je ne sais pas si vous avez trouvé satisfaction à la réponse qui est donnée. La vérité, c'est que les droits de propriété industrielle sont des droits territoriaux.
Donc, la protection qui vous est accordée ne vaut que pour un territoire bien délimité. Dans le cas qui nous concerne, qui est l'OAPI, c'est un territoire uniforme, on va le dire comme ça, de 17 États membres. Donc, une fois que vous avez obtenu la protection sur un signe, une marque, comme nous parlons de marque, une fois que vous avez obtenu l'enregistrement de votre marque, cette protection couvre les 17 États membres de facto. Maintenant, en dehors de l'espace OAPI, vous n'êtes plus protégé. Et les voies qui s'offrent à vous, c'est celles qu'elle a déclinées tout à l'heure, c'est-à-dire si jamais le pays en question est une partie au protocole de Madrid, vous pouvez demander l'extension de votre protection de la marque obtenue à l'OAPI dans ces différentes parties du protocole de Madrid. Donc, voilà un peu la procédure. Je ne sais pas, je ne vois plus de main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un a écrit? Peut-être dans le chat? Oui, Pamela? Oui, merci de me repasser la parole. Merci déjà pour les réponses. Les différentes questions ont soulevé une interrogation. Madame, est-ce qu'il y a une différence entre qu'il s'agisse par exemple d'une personne physique ou bien d'une personne morale, une entreprise? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des éléments de distinction en fonction de cette qualité de déposant-là, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, moi, une personne, je viens pour faire un dépôt, il y a des mesures particulières. Et si c'est une entreprise, est-ce qu'il y a aussi des mesures particulières? Et quelles sont donc ces particularités-là? Merci. Merci pour la question. Il n'y a pas de mesures particulières. Il y aurait peut-être des mesures particulières dans le cas des copropriétés. Ça veut dire que les taxes sont les mêmes. Je ne sais pas, les éléments, les informations du dossier sont les mêmes quand c'est une personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Maintenant, il peut y avoir des éléments supplémentaires que nous demandons lorsque vous êtes peut-être en copropriété ou lorsque c'est une marque de certification. Et là, ce sont les documents d'usage. Et lorsqu'on parle de documents d'usage, en fait, c'est la convention que ceux qui sont partenaires ont signé pour pouvoir être ensemble. Parce que c'est bien de se mettre ensemble, il faut bien que ce soit réglementé. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc, il faudrait bien qu'il y ait un document qui répartit vos droits, qui dit comment on entre, comment est-ce que je ne veux plus être partenaire. Vous n'allez pas être là et puis un jour quelqu'un dit qu'il ne veut plus être partenaire. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour ne plus être partenaire. Il y a ces différents éléments-là dans le cas de la copropriété. Mais en ce qui concerne personnes physiques, personnes morales, il n'y a pas d'éléments de différenciation. Les coûts sont les mêmes. Les informations du formulaire sont les mêmes. Il y en a qui apportent souvent les registres de commerce, mais nous, on ne demande pas cela. Bien, merci Pamela. J'ai vu groupe fiscal lever la main. Groupe fiscal. Il n'y a pas de questions dans le chat. Bien. Alors, nous tenons à remercier les participants à ce webinaire. Je vois que vous avez été assez nombreux, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez au sujet qui a été abordé ce soir. Pour sortir de notre entretien, je voudrais juste vous exhorter, chaque fois que besoin se fera sentir, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'OAPI. Pour ceux qui sont au Cameroun ou alors auprès des excroissances de l'OAPI dans les différents États membres, à savoir les structures nationales de liaison,
parce que c'est auprès de ces administrations que vous pourrez avoir la bonne et la meilleure information. Vous pourrez vous faire assister dans le montage de vos dossiers afin d'éviter, par exemple, des cas d'irrégularité dans les dossiers, généralement qui entraînent une prolongation du délai de traitement de vos demandes. Il y a monsieur tout à l'heure qui disait qu'il s'est retrouvé à faire plus d'un an, peut-être parce que le dossier avait été mal monté, peut-être parce que la marque n'était pas celle qui devait être protégée, peut-être parce qu'au niveau de la classification, elle n'avait pas été bien faite, comme l'a indiqué Madame Fouda Sidoni tout à l'heure. Donc, c'est cet ensemble de choses qui font que lorsque vous vous faites assister par quelqu'un de l'administration, un expert, vous êtes tout au moins sûr que vous n'aurez pas de problème. Il n'est pas exclu également de se faire assister par un mandataire agréé qui sont également des spécialistes dans le domaine afin de vous éviter toutes sortes d'irrégularités dans le montage de vos dossiers. Donc, c'est ici le lieu pour moi de, une fois de plus, remercier tous les participants, mais principalement la direction de l'Académie de propriété intellectuelle Denis et Kani. Nous espérons que dans les jours à venir ou les mois qui vont suivre, ils organiseront peut-être un autre webinaire sur un tout autre sujet. En attendant, je vous souhaite à tous et à chacun une excellente soirée. Au revoir. Merci pour votre aimable attention. Vous recevrez certainement la présentation. Les organisateurs feront ce qu'il faut pour cela. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Allora.